Au cœur de quasiment tout ce qu'on fait sur un écran aujourd'hui, il y a une technologie qui est devenue absolument fondamentale. Elle est partout, dans les jeux vidéo, dans les grandes découvertes scientifiques, et pourtant pour beaucoup, son fonctionnement reste un peu un mystère. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière les graphismes incroyables de nos jeux? Derrière les simulations complexes qui font avancer la science, ou même derrière toute la révolution de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qui rend tout ça possible? Eh bien, la réponse, c'est ce héros un peu méconnu de l'informatique, le processeur graphique, ou, comme on l'appelle tout le temps, le GPU, pour Graphics Processing Unit. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette puce pour vraiment comprendre pourquoi elle est devenue si essentielle. Pour bien saisir la puissance du GPU, la meilleure façon de faire, c'est de le comparer à son cousin bien plus célèbre, le CPU, le processeur central de nos ordis. Imaginez en match, le spécialiste contre le généraliste. Alors, un GPU, c'est quoi exactement? En gros, c'est un processeur qu'on dit massivement parallèle. Et le mot-clé ici, c'est vraiment parallèle. Là où un CPU va traiter les tâches en série, c'est-à-dire l'une après l'autre, eh bien le GPU, lui, il va en exécuter des milliers, voire des millions en même temps. L'analogie pour comprendre ça est assez parlante. Le CPU, c'est comme un maître artisan. Il est hyper doué pour des tâches complexes, très variées, mais il ne peut en faire qu'une à la fois. Le GPU, à l'inverse, c'est une véritable armée d'ouvriers. Chaque ouvrier fait une tâche très simple, très répétitive, mais tous ensemble, ils accomplissent un travail colossal, comme construire une pyramide brique par brique, mais tous en même temps. Et cette différence d'architecture, elle est fondamentale. Le CPU, il a juste quelques cœurs, mais ils sont très puissants, optimisés pour ces tâches séquentielles. Le GPU, lui, c'est l'inverse. Il sacrifie la complexité de chaque cœur pour pouvoir en avoir des milliers. En fait, il dédie la majorité de ses composants, ses transistors, au calcul pur. Son seul et unique but, c'est le parallélisme. D'accord, mais alors, quelle est la conséquence concrète de cette différence fondamentale? C'est là qu'on va voir l'incroyable, l'immense puissance du parallélisme. Ce graphique, il est juste bluffant. Il montre l'évolution de la puissance de calcul brute entre les CPU et les GPU au fil du temps. Regardez bien la courbe verte. La performance des GPU est tout simplement exponentielle. Pendant que la puissance des CPU augmentait de façon assez linéaire, celle des GPU a littéralement explosé. Le point crucial à retenir, c'est que cette spécialisation dans le calcul parallèle, c'était pas juste une petite amélioration. Non, c'était une véritable révolution qui a libéré des puissances de calcul qu'on n'aurait même pas pu imaginer avant. Et maintenant, on va voir comment cette puissance a été exploitée bien au-delà des jeux vidéo. Parce qu'à l'origine, le GPU, il était fait pour afficher des pixels sur un écran. Mais en fait, il a déclenché une révolution dans plein d'autres domaines. Le grand tournant, ça a été l'arrivée de ce qu'on appelle le GPGPU. L'idée était simple, mais absolument géniale. Si le GPU est si fort pour faire des tonnes de calculs simples pour les graphismes, pourquoi ne pas détourner cette puissance pour d'autres types de calculs? Par exemple, pour la recherche scientifique ou pour l'intelligence artificielle. L'un des exemples les plus spectaculaires de cette idée en action, c'est le supercalculateur Titan. À son époque, c'était le plus puissant du monde. Et au lieu de reposer uniquement sur des CPU classiques, il a été conçu comme un système hybride, qui combine justement des CPU et des GPU. Titan était propulsé par un nombre juste incroyable de GPU NVIDIA. Tenez-vous bien, 18 688 GPU. C'est comme si on avait concentré la puissance de dizaines de milliers de PC de gaming pour résoudre les plus grands défis scientifiques de notre temps. Mais pourquoi avoir fait ce choix massif pour les GPU? Eh bien, les raisons sont très pragmatiques. Pour une même puissance de calcul, une solution basée sur des GPU prend moins de place, elle consomme beaucoup moins d'électricité et elle coûte moins cher. C'est ce trio gagnant qui a rendu les GPU absolument indispensables pour le calcul haute performance et l'IA. Bon, revenons à une échelle un peu plus personnelle. Pour les créateurs, les gamers, comment on choisit la bonne puissance graphique? Il y a une caractéristique clé à regarder, qui va même au-delà du nombre de cœurs. Cette caractéristique, c'est la VRAM, la mémoire vidéo. Il faut s'imaginer ça comme le bureau personnel et ultra rapide du GPU. C'est l'endroit où il va stocker temporairement toutes les données dont il a besoin tout de suite. Les textures en haute résolution, les modèles 3D complexes. Plus ce bureau est grand, plus le GPU peut travailler sur des scènes compliquées sans avoir à aller chercher des infos ailleurs, ce qui ralentirait tout. Alors, la question que tout le monde se pose, de combien de VRAM on a besoin concrètement? Pour le jeu, on peut donner quelques repères. Pour jouer confortablement en 1080p, il faut viser entre 6 et 8 gigaoctets. Si on passe au 1440p, là, il vaut mieux avoir entre 8 et 12 gigas. Et puis, pour la 4K, là, on entre dans une autre dimension, 12 à 16 gigaoctets. Et même plus sont nécessaires pour gérer la masse de données.
Et cette demande de mémoire, elle ne fait que grandir. Cette petite chronologie montre bien à quel point la technologie de la VRAM a évolué vite. Chaque nouvelle génération, de la GDDR3 à la GDDR6X, a apporté des débits de plus en plus fous pour nourrir l'appétit insatiable des GPU modernes. Et le futur, avec des technologies comme la HBM ou la GDDR7, promet des performances encore plus dingues. D'ailleurs, si on regarde vers l'avenir, il y a une tendance fascinante qui se dessine. Les rôles qui étaient autrefois bien distincts entre le CPU et le GPU commencent à fusionner. On voit apparaître des puces comme les APU d'AMD, qui mettent les deux sur le même bout de silicium, ou des coprocesseurs comme le Xeon Phi d'Intel, qui brouillent complètement les pistes entre les deux architectures. Ce qui nous amène à la question finale. On l'a vu, le GPU est passé d'une simple puce pour afficher des images à un véritable moteur de calcul universel qui façonne notre avenir. Alors que l'IA générative et les mondes virtuels deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus gourmands, quelle sera la prochaine étape? Jusqu'où va-t-on pousser ces incroyables moteurs de nos mondes modernes?